Salut à tous, bande de beaux gosses, pour ce premier épisode de Culture en Facecam, on va parler de Victor Lustig. Alors, qui est Victor Lustig? Victor Lustig était un Austro-Hongrois né en 1890 et mort en 1947. Notre homme, il était quand même extrêmement intelligent. À la fin de sa scolarité, il parlait couramment 5 langues. Mais il faut savoir qu'il ne se contentait pas en fait de ce qu'il avait. Il était beaucoup trop ambitieux. À la fin de sa scolarité, il aurait pu prétendre à une carrière de haut fonctionnaire ou d'avocat. Mais pour autant, il s'est pas arrêté à là en fait, il s'est pas stoppé à là. Il s'est dit, c'est pas ce qu'il me faut, il me faut beaucoup plus que ça. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti pour Paris. Pourquoi Paris? Parce que Paris était la capitale des Lumières. Dans les années 1890, 1900, 1910, c'était une ville qui rayonnait mondialement et qui était connue notamment pour sa population de riches personnes. Alors, Victor Lustig, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exploité les faiblesses de l'homme, à commencer par la première, le sexe. Il est devenu proxénète. Il a réussi, par son éloquence et par son charisme, à convaincre plusieurs jeunes filles de travailler pour lui. Ces jeunes filles vont travailler pour lui et lui permettent tout simplement de vivre de ses rentes assez convenablement à Paris, et donc du coup de pouvoir se loger, de pouvoir se nourrir, de pouvoir rencontrer du monde. C'est cool, c'est la belle vie, mais ça ne suffit pas à Victor. Victor veut plus, il veut des millions et des millions de francs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il se met en tête de prendre les navires, tout simplement, de partir à la mer, de partir dans les paquebots transatlantiques comme l'était le Titanic, et il va rentrer dans les premières classes et fréquenter les grands de ce monde en leur proposant des parties de poker. Toujours en usant de son charisme et de son éloquence, il va réussir à convaincre ces personnes-là de miser de grosses sommes. Et il sait très bien en fait que ces gens-là cherchent une seule chose, c'est à changer leur quotidien. Puisque leur quotidien est déjà rythmé par les meilleurs whisky, les meilleurs cigares, les meilleurs voyages, les meilleures voitures, il sait très bien que ces gens-là cherchent quelque chose de plus. Il va leur proposer de l'adrénaline. Le fait de parier de l'argent et de pouvoir le perdre, de pouvoir en gagner beaucoup plus, c'est quelque chose qui me motive. Et donc du coup, il le sait pertinemment et il use de tout ça en leur proposant des parties de poker. Sauf que ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que Victor, il est très habile avec les cartes. Ça fait depuis plus de 10 ans qu'il joue au poker avec ses amis, et il a appris de nombreux coups, de nombreuses triches, de nombreuses façons de faire penser la chance en sa faveur. Alors forcément, il se remplit les poches en continuant à faire ses malversations jusqu'à que la Première Guerre mondiale arrive. Alors là, c'est la catastrophe. Victor n'a plus aucun moyen de subsistance. Les croisières transatlantiques se stoppent, certains bateaux sont même coulés, donc il ne peut pas continuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il part aux États-Unis et il se fait passer pour un aristocrate austro-hongrois fuyant la guerre. Il arrive dans une banque et il va dire au banquier: j'ai entendu dire que vous vendiez une ferme, je vous la prends maintenant à 2 fois son prix. Alors là, forcément, le banquier, il a un petit peu soufflé, quoi. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop, quoi. Logique. Victor ne se laisse pas abattre pour autant. Il va ramener 2 valises pleines de billets et il va lui dire voilà, je vous en offre 25 000 alors que je sais qu'elle en vaut même pas 10 000. Mais il me la faut d'urgence, ça m'intéresse, j'ai besoin d'un pied-à-terre rapidement, je suis un réfugié de guerre. Enfin bref, il va sortir un petit peu tous ses arguments. Ce qui fait que le banquier, en fait, il va tout simplement tomber dans le piège. L'affaire est beaucoup trop belle. Une ferme qui vaut même pas 10 000 vendue à 25 000, mais c'est incroyable. Alors du coup, il dit oui, il passe les clés après avoir fait une courte visite improvisée et l'affaire est réglée. Sauf que très vite, le banquier se rend compte de la supercherie et il va très vite saisir en fait que les billets que notre bon Victor lui a passés étaient des faux. Alors là, il se sent un peu seul. Pendant un petit moment seulement. Il appelle ensuite Victor et lui dit: je vais tout révéler à la police, je vous conseille de revenir rapidement, la transaction est annulée. Alors là, Victor, il se laisse pas démonter, il a tout prévu. Ça fait plus de 10 ans qu'il arnaque des gens sur les bateaux. Alors forcément, quand le banquier l'appelle et lui dit: je vais tout révéler à la presse, sa réponse est immédiate. Très bien, révélez tout à la presse. Dans ces cas-là, je dirai à la presse que vous vous êtes fait avoir bêtement. Vous vous êtes rendu compte très rapidement que ces billets étaient faux. Vous êtes d'accord avec moi? Le banquier répond oui. Et Victor va répondre: alors, tout simplement, vous auriez pu vous en rendre compte dès le début et m'interdire la vente. Pourtant, vous ne l'avez pas fait. Donc, si vous révélez cette histoire à la presse, vos clients vont perdre confiance en vous. Ils vont se dire qu'à tout moment, vous pouvez vous faire arnaquer et ils vont quitter votre banque. Vous allez plus perdre que moi.
Et au final, tout ça pourquoi? Pour une ferme délabrée. Alors là, le banquier, forcément, il réfléchit pendant un petit moment, et il se rend compte qu'effectivement, la logique est imparable. Il ne peut pas se permettre de risquer sa banque pour une ferme. Alors, il laisse couler l'affaire. Et il faut savoir que c'est pas le dernier coup de Victor. Victor en a dans le crâne. Il va continuer ses petites malversations, se mettre de l'argent de côté, etc., et développer de nouvelles arnaques. La plus grande de ces arnaques, en dehors de celle dont je dois vous parler à la fin de la vidéo, c'est les machines censées dupliquer les billets. Alors ça, c'est assez simple. Il a une machine qu'il a créée de A à Z, qui contient un tiroir et un endroit où mettre un billet. Alors, l'idée est assez simple, c'est vous mettez votre billet et dans quelques heures, vous allez en récupérer deux. Donc, Victor vend ses machines et il propose au client tout simplement de laisser la machine tourner puisque le processus dure plusieurs heures et de partir faire leur vie et de revenir dans quelques heures. Pendant ce laps de temps, que fait Victor? Eh ben, il met tout simplement le deuxième billet censé être dupliqué, il le met dans le tiroir. Comme ça, quand le client va revenir, il va effectivement voir un deuxième billet en plus de celui qu'il avait mis à l'origine dans la machine. Et il va se dire, mais la machine fonctionne, c'est fabuleux, je vais pouvoir acheter la machine, etc. Donc forcément, Victor, très fier de son coup, parce que voilà, c'est quand même assez ingénieux, surtout quand on se fait prendre, et ben, tout simplement, il vendait ses machines à prix très fort. Et ensuite, il disparaissait. Plus personne n'avait de nouvelles de lui. Il changeait de nom tout le temps. Donc c'était impossible, il était impossible à suivre en fait. Et donc du coup, bah, il était plutôt fier de son coup et il partait comme ça. Sauf qu'un coup, en fait, il a fait ce coup-là à Al Capone. Et ça, c'est une histoire assez intéressante parce qu'il a tellement eu peur, en fait, qu'il est revenu très rapidement, probablement dans la journée même, pour racheter la machine au prix fort et le tout en prétextant en fait un problème technique. C'est pour vous dire à quel point Al Capone était quand même un sacré bonhomme, quoi. Mais c'est pas la plus grande escroquerie de notre bon vieux Victor. Effectivement, Victor, il a tout simplement vendu la Tour Eiffel. Alors là, je vous vois avec vos gros yeux derrière l'écran, je vous vois pas du tout, je suis un menteur. Mais c'est pas grave, Victor a effectivement vendu la Tour Eiffel. Comment il a fait? Eh ben, il a, comment dire, profité d'un ensemble de conjonctures favorables à une vente de la Tour Eiffel. C'est-à-dire que nous sommes dans les années 20, la Tour Eiffel est détestée par un grand nombre d'intellectuels, et en plus de ça, la possibilité d'une vente de la Tour Eiffel a été évoquée dans certains journaux. La Tour Eiffel doit être rénovée assez rapidement pour plusieurs problèmes, notamment de rouille, etc., etc., etc. En fait, tout un tas de choses vont faire que la vente de la Tour Eiffel paraît de plus en plus plausible, en fait. Et il va sauter sur l'occasion, en se faisant passer pour un haut fonctionnaire de l'État français. Il va convoquer les 5 plus grands ferrailleurs de France. Il va leur dire, voilà ce qui se passe, cette conversation doit rester secrète, celui d'entre vous qui me fait la meilleure offre décrochera le contrat. Alors en réalité, il ne cherche pas du tout celui qui a la meilleure offre, il cherche celui qui est le plus idiot, celui qui va se faire avoir facilement, afin de pouvoir le contacter par la suite. Il repère très vite André Poisson, et André Poisson va tomber dans le piège, tout simplement. Alors, que va faire Victor Lustig? Victor Lustig va lui vendre de faux papiers, puisqu'en réalité il est un faussaire également, hein. Forcément quand on est un arnaqueur, on a un petit peu plusieurs cartes dans sa manche, donc il est capable de faire beaucoup de choses, et donc il va lui vendre la Tour Eiffel avec de faux contrats, pour une valeur de 100 000 francs, ce qui correspond à plus de 9 millions d'euros aujourd'hui. Et notre bon vieux André va se rendre compte assez rapidement quand même de la supercherie, puisqu'il va essayer par la suite de faire démonter la Tour Eiffel, et bien entendu il va se prendre une claque dans la tronche assez violente. Et donc du coup, Victor, assez amusé de la situation, puisqu'il lui il a pris le large depuis longtemps, il suit les informations en France pour savoir si son arnaque a été révélée, et il se rend compte que son arnaque n'a jamais été révélée en fait. Pourquoi? Parce que, comme pour le banquier, comme pour beaucoup de gens avant le banquier et après le banquier, les gens se sont rendus compte que, enfin André surtout s'est rendu compte que révéler la supercherie lui aurait fait plus de mal que de bien, et qu'il aurait dans tous les cas probablement jamais récupéré son argent. Et voilà, l'une des plus grandes arnaques au monde.